Émission 854. Cette semaine, Botanica Drama. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Oui, de Ken. Hey, Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont le sang bleu. Mais oui, c'est ça. Oui, bon. Je lui présente à l'instant le premier et le seul, bien franchement. Son pays n'est pas un pays, c'est une comté sur une carte de Forgotten Realms. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier! Bonne Saint-Jean-Baptiste, Benoît. Bonne Saint-Jean à toi, Gauthier. Bonne Saint-Jean aux gens à la maison, aux auditrices, auditeurs. Bonne Saint-Jean-Baptiste à oui, vous. Ben oui. Gauthier et moi, on a vraiment célébré la Saint-Jean hard cette année. Hein? Oui. On est Québec tatoué sur le cœur. Ouais, avec la Molson Dry, puis les petits drapeaux. Les petits drapeaux, les chaises paint. Oui, les face paint. Moi, j'habite, pour vrai, à côté du parc Maisonneuve. Là, comme si je sors sur mon balcon, tu l'entends, le show. Là. Le show. Là, je vois les polices faire des meetings genre dans le stationnement du cégep Maisonneuve. Je pourrais y aller à pied en 6 minutes, puis non. Non. Moi, ce genre de rassemblement-là, que ce soit Saint-Jean ou non, je suis pas fan. Puis, tu sais, comme j'aime pas être entouré de monde qui boit puis qui deviennent colons. Fait que la Saint-Jean, j'évite ça le plus possible. J'aime ça les petits parties de cours entre amis. C'est quoi, j'en ai pas eu cette année, mais I guess que ça vient avec l'âge. Mais ouais, c'est ça. Non, j'évite ce genre de rassemblement-là. Je suis dans ta gang. Je suis dans ma gang, mais en tout cas, malgré tout, on fait un show, jour de la Saint-Jean. C'est juste Gauthier puis moi cette semaine. Laurent, lui, il est avec sa copine. Il est allé profiter, lui, des célébrations de la fête nationale. Puis les autres, ils sont en petite pause pour l'instant. Mais on a un show quand même cette semaine. Puis garde, je vais commencer avec des petites annonces, Gauthier. C'est super important. Ben oui. Hein, parce que l'ensemble de la culture populaire dit aussi est-ce que quelqu'un dans l'audience est un réparateur de sécheuses? c'est de la culture. OK. Parce que ma sécheuse semble ne plus vouloir chauffer. En fait, puis ça me fait chier parce que j'ai pas envie de racheter de quoi. Parce que c'est le prix d'un Lego. J'ai juste le goût de la réparer. Pour décrire rapidement la situation, elle roule, mais on dirait que je pense que l'élément qui fait qu'elle est plus chauffant, ou c'est le thermostat qui est pété, qu'importe, ça ne chauffe pas, puis elle va durer moins longtemps. Je sais pas si moi j'ai comme un setting genre brasse jusqu'à temps que ça devienne comme sec. Puis il va arriver à sec vraiment rapidos, puis tu vois que c'est pas sec pantoute. J'ai juste de l'air fret. Fait que c'est soit l'élément chauffant, soit le thermostat. Puis je vais appeler quelqu'un, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir le réparer, mais s'il y a quelqu'un dans l'audience qui est réparateur ou qui est bon dans ces affaires-là, moi je serais bien willing à y payer une bière ou whatever. Je paierais au pire ses honoraires, mais qu'il vienne ici. Tu sais, quelqu'un qui me connaîtrait. C'est sûr que c'est facile à réparer. Je suis sûr que c'est facile à réparer. Je suis pas sûr que moi, je serais capable de le réparer. Mais écoutez, si vous êtes réparatrice, dis-je, de sécheuse, à mystérieuxétonnants.com, ça sera fort apprécié. Ma bourse, elle est pas... elle est limitée, c'est ce que je veux dire. Oui, elle est limitée. Puis là, je viens de dire que ma bourse est limitée, mais mon autre annonce, c'est que je me suis inscrit à l'entièreté du Energon Universe après avoir lu Transformers la semaine passée. Ah ouais? T'as mis ça dans tes boîtes? Oui, je suis allé chez Comic Hunters, pour pas le nommer, ici même à Montréal, puis j'ai rajouté, non seulement Transformers était déjà là, mais j'ai rajouté Duke, j'ai rajouté Void Rivals, que je suis très intrigué de poursuivre, et également Cobra Commander, qui sont les 3 titres disponibles pour l'instant. Là, il y a Destro qui vient de sortir, puis il y a Scarlet aussi. M'a slacké un peu, mais pour l'instant, c'est les titres que j'ai mis dans ma réserve. Mais la lecture qu'on a faite la semaine passée, Transformers, m'a beaucoup intrigué sur cet univers-là. Puis comment je pense qu'il va être important pour ce que le comic peut faire avec des franchises importantes comme celle de Transformers. Je pense que ça va être un exemple à suivre pour les... Tu sais, t'approprier une franchise, là. Je pense qu'on va regarder ça une couple d'années, puis on va dire, Kirkman puis sa gang l'ont bien fait. Tant qu'il y a des visions d'auteurs, des signatures que tu peux bien reconnaître, des discours particuliers sur un univers en particulier, ben c'est ça qu'on recherche. Exactement. Ben oui, c'est ça. Fait que on va voir ça. Mais je me suis inscrit au complet. Fait que une couple de REER qui ne seront pas accumulés grâce à Skybound et tout l'univers de Energon qui existe, qui est publié du côté d'Image Comics. C'est ça qui est bizarre, hein? C'est Skybound Entertainment, mais c'est comme lié à Image. Robert Kirkman est le seul actionnaire qui a été rajouté à la compagnie depuis sa création dans les années 90.
Ouais. C'est sa compagnie à lui, Skybound. Mais c'est à l'intérieur d'Image. C'est une société partenaire de Image Comics. Wow, des belles affaires, toi. Je pense sûrement que ça a été créé pour des raisons fiscales au début. Sûrement. C'est tout le temps pour des raisons fiscales. Ouais, puis là, finalement, ils se sont dit, on pourrait utiliser ça pour faire de la BD. Sûrement que c'est une affaire de même. Donc, la Sisters, j'en ai parlé. Energon Universe, j'en ai parlé. Dernière petite annonce avant de passer au SpeakPipe, donc aux messages vocaux puis aux nouvelles. J'ai commencé à migrer les podcasts qui étaient disponibles sur Google Podcasts, donc sur YouTube Music. C'est Google, là, puis son UX, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais c'est super compliqué. Moi, je trouve ça hyper compliqué et un peu opaque. Je pense qu'avoir réussi à avoir transposé Noël chez Isidore et Terriman chez Isidore et Terkaiju, les mystérieux, pour l'instant, il faut qu'ils passent à travers encore des épisodes. Il les a pas toutes faites. Il fait comme en batch, contrairement à genre Apple Podcasts ou Spotify. Là, il faut qu'il le fasse en batch. Parce qu'il y en a trop, quoi. Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il faut qu'il les scanne. Parce que là, j'ai découvert, mon cher Gauthier, que maintenant, comme on transfère les podcasts vers YouTube Music, ben, on devient un peu restreint aux mêmes modalités que YouTube. Donc, qu'est-ce qui se passe qui est rentré dans ma boîte de courriel au cours du week-end? Tu dis pénis dans tes podcasts. Non, si on le chantait, par contre, puis c'était une pièce importante déjà. Ouais, mais on met pas de musique dans nos podcasts? Ça a l'air que oui, parce qu'on a eu des épisodes d'Halloween qui ont des strikes, comme on appelle. Ah, ben oui. Et beaucoup d'épisodes de Noël chez Isidore ne sont pas disponibles dans certains territoires. Ce qui est drôle, c'est que je clique sur le bouton à savoir quels sont ces territoires. Et là, on ne peut pas me le dire. Donc, il y a comme un bug. C'est le fun, hein? Fait que là, en ce moment, je vois qu'ils ne sont pas sur le YouTube des Mystérieux Étonnants. Je ne comprends pas pourquoi. Je les ai mis publics pourtant. Fait que je vais falloir que j'investigue un petit peu plus. Là, mais certains podcasts qui sont maintenant lus au complet par l'algorithme de YouTube sont théoriquement visibles. Je les ai mis publics. Je les ai mis publics, mais ils n'apparaissent pas sur la chaîne YouTube des Mystérieux. Fait que je comprends pas pourquoi. Mais quand je vais avoir résolu tout ça, je vais en parler au show parce que je sais qu'il y avait quelques personnes quand même qui nous écoutaient par l'application. Par l'application plutôt Google Podcast, qui n'existe plus maintenant, qui a été mis au rencard. Sinon, je vous conseille de peut-être juste downloader Spotify ou une autre application de podcast. Spotify fonctionne très bien, puis la version gratuite ne va pas vous interrompre je pense qu'ils ne vont pas interrompre les pubs par des pubs le podcast des Mystérieux Étonnants, contrairement à la musique. Ça, c'est autre chose. Fait que c'est là où j'en suis par rapport à la migration. Puis tu sais, ça se fait, mais je pense pas que si vous êtes abonné par Google Podcast, automatiquement, ça va transférer vers YouTube Music. Je pense pas que c'est comme ça. Il va falloir que vous nous cherchiez à travers YouTube Music pour pouvoir nous trouver en tant que podcast balado. Je suis désolé, je peux pas plus vous aider. C'est un petit peu nébuleux tout ça. Fait que c'est ce que j'avais comme annonce, Gauthier, pour ce début de semaine. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Ben des affaires qui changent. Sécheuse, ça c'est le plus important. C'est ce que vous devez vous rappeler. Ben des affaires qui changent, mais avec ces affaires-là, tu sais, comme YouTube là, ou Facebook, là, c'est tout le temps en train de changer. On dirait qu'ils travaillent à légitimer la profession de gestionnaire de communauté. Je sais pas c'est quoi, là, particulièrement YouTube, Facebook, parce que je suis dedans, ils sont constamment en train de changer leur interface, qui elle aussi est complètement fuckée. Puis il y a des fonctionnalités que je retrouve plus. Tu sais, j'avais des playlists dans le temps sur le Facebook des Mystérieux Étonnants où par défaut étaient archivés nos podcasts de vidéo du lundi. Puis je les ai rajoutés à la même playlist. Puis là, à un moment donné, il y a une update, une mise à jour. Et elle n'existe plus, cette dite playlist-là. Je ne sais pas comment rajouter les putains de vidéos, les vidéos à une playlist. Puis je sais qu'elle existe encore. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné. Sûrement qu'il y a du monde qui nous écoute sur YouTube, mais je pense pas que c'est la majorité des gens qui nous écoutent qui font ça. Hey, on va aller écouter un message vocal d'un auditeur qui se nomme Maxime. Je m'appelle Maxime et j'écoute Les Mystérieux depuis une dizaine d'années. J'ai un petit sujet estival pour vous. Avez-vous un intérêt pour les parcs d'attractions, exemple Universal, Disney ou La Ronde? La première question me permet de faire un segue vers ma deuxième question pour Ben. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'argent du Patreon pour envoyer Laurent tester la nouvelle attraction Dino Park à La Ronde? C'est une attraction mettant en scène des animatronics. C'est tout. Merci. Bonne Saint-Jean.
Bonne Saint-Jean, Maxime. Dis oui. Ben, comme Laurent n'est pas là, on ne pourra jamais pouvoir vider cette question. Il avait juste à être là aujourd'hui. Ah, c'est de la mauvaise foi, ça, Benoît? Oui, c'est de la mauvaise foi, je l'assume. Ah oui, écoute, s'il veut y aller, mais s'il veut nous faire un topo là-dessus, ouais, ça va me faire plaisir. Je pense que ça vaut la peine. Moi, je veux qu'il s'enregistre dans le manège. Il faut qu'il fasse une chronique dans le manège. Dans le manège, il y a un risque quand même qu'il échappe son enregistreuse ou son téléphone. Son téléphone. Non, mais il y a juste à se clipper là, un petit micro-cravate. Ah, tu penses que ça va tenir, toi, tu penses? Ça serait malade. Ben, écoute, moi, je suis ouvert à la condition que pour la première diffusion, ça soit sur le Patreon des Mystérieux. Parce que là, Rémi est occupé en ce moment, il déménage, fait que c'est compliqué d'enregistrer des bifurcations, donc des podcasts exclusifs pour les membres Patreon. Fait que si Laurent veut qu'on lui paye son billet, moi, ça me va. Pas le billet de sa blonde, juste son billet. Mais il faut que le contenu soit exclusif. Son genre de review, je le ferai comme un épisode spécial de bifurcation. C'est comme ça que je le vois. Parce que, pour répondre à la première question de Maxime, Laurent est mieux d'y aller parce que, en tout cas, moi, j'haïs ça, les parcs d'attractions. Moi aussi, j'haïs ça. J'étais moniteur de camp de jour. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Non, t'as jamais raconté ça. Quand j'étais adolescent, j'étais moniteur de camp de jour. J'avais genre 16-17 ans. Puis, une de nos sorties annuelles, c'était à la ronde. Et c'était genre mon cauchemar. Ça doit être l'enfer, man. L'anxiété dans le tapis, là. Tu sais, gérer genre 30 jeunes de 10-12 ans à la ronde. Là, une place qui veulent se tuer ou se faire enlever. Là. Puis tu sais, ils veulent tous faire les manèges les plus dégueulasses, là, genre l'orbite. Là, puis là, ils sont comme « Ah, viens avec nous, là, s'il te plaît. » Tu sais, t'as comme pas le choix de dire oui. Puis là, je veux... l'orbite, là, pour vrai, puis le bateau pirate. Là, ah oui, le bateau pirate. J'avais genre le cœur qui voulait sortir de moi. Tu sais, c'était ça le feeling. Là, genre, comme mes entrailles voulaient sortir de mon corps. J'étais comme, pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? J'ai pas envie que mes organes internes aient envie de sortir de mon corps. J'ai pas envie d'avoir le sentiment que je peux mourir pour vrai parce que le manège est géré par lui aussi un enfant de 16 ans qui est responsable de la vie de genre une centaine de personnes. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai comme peut-être naïvement tendance à peut-être trop faire confiance. Je me dis, de toute façon, les poursuites, genre, aux civils puis aux criminels qui se pogneraient font en sorte qu'il faut qu'ils investissent dans la sécurité. Tu sais. Oui, sauf que j'ai trop vu de vidéos YouTube où il y a eu des drames dans des parcs d'attractions américains et maintenant Six Flags est propriétaire de la ronde ici à Montréal depuis plusieurs années. Fait que je comprends, il y a des inspecteurs. Je trouve que moi, mon équation, c'est tout en ça dans la vie. Est-ce que le risque vaut... Est-ce que les bénéfices vaut le risque? Non, mais c'est ça pour moi. Puis moi, c'est non. 0-0-0. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis Tim Gauthier, 100%. J'étais jeune. À l'école, on devait aller à la ronde. Je ne faisais aucun fucking manège. J'allais dans la... Les arcades. Non, j'allais pas dans les arcades. J'allais dans la pitoune. Puis ça, c'était pas mal limite. Puis le petit... Tu sais, il y a les montagnes russes, mais il y avait dans le temps, je sais pas si ça existe encore, ça fait des années que je suis pas allé à la ronde, mais il y avait les petites montagnes russes. Ouais. Puis ça, c'était comme le maximum qui m'intéressait, que je pouvais comme toffer. Je suis allé une fois dans le monde, puis j'ai voulu mourir, puis j'ai jamais pu vouloir faire ça après. Pour moi, c'est une torture. Je ne comprends pas. Ouais, moi aussi. Mais... Fait que, raison de plus pour envoyer Laurent. Oui. Je sais pas si Laurent est fan de la ronde. Es-tu fan d'attraction, Laurent? Ben, il est fan d'attractions en tout genre, là, je pense. Ouais. C'est quelqu'un qui est plutôt fan d'attractions. Oui, je dirais que c'est un bon candidat pour un parc d'attractions. Écoute, si j'avais à mettre mon argent sur un des membres des Mystérieux Étonnants, je te dirais que Laurent est probablement celui qui a le profil qui colle le plus à un fan d'attraction. Genre Laurent puis Yannick Belzile. Moi, tu penses que Yannick Belzile est fan d'attraction? Ouais, je sais pas, j'ai un feeling qu'il est fan d'attraction. Peut-être. Ouais, c'est peut-être un de ses nombreux intérêts. Jake, il pourrait pas s'asseoir dans les montagnes russes. Ben, 93% des manèges, il pourrait pas y accéder. Parce que sa jambe bloque. Ou bien il laisse à l'extérieur. Comme avec les portements, avec les cannes puis les parapluies, genre. Il peut pas faire ça. Il peut tout ça l'enlever? Non, mais non, voyons donc. À l'extérieur du manège, tu sais, comme... Oui. Mais juste sa jambe dans le vide. Oui. Mais là, il risque de se l'arracher, par exemple. Ben, ils en mettront une nouvelle cybernétique. Là. Ah oui. C'est le Cable style, là, comme les personnages des X-Men. C'est ça. Puis, il y a Stéphanie LC dans le chat qui me demandait c'est quoi mon nom de camp. Oui, bonne question.
Est-ce que je te l'ai déjà dit, Benoît, toi? Si tu me l'as dit, je pense que tu me l'as dit dans une soirée. J'ai un vague souvenir, mais je me souviens pas c'est quoi. C'était Nutella. Wow! Puis là, il faut que tu m'expliques l'origine de ce... Le matin où j'allais à ma première rencontre de moniteur. J'étais jeune, hein? T'avais dit 16 ans? J'avais 16 ans, peut-être même 15. En tout cas, je me rappelle que j'avais menti sur mon formulaire de, de candidature. Parce que pas ça publiquement, le racket le racket. Ceux qui fassent. Non, mais c'est ça, il est puissant. Ouais, c'est ça. Puis je déjeunais, puis devant moi, il y avait un pot de Nutella, puis j'étais comme, ça va être ça. Ah, ok, bon. Ça va être ça, mon nom. C'est pas donc une anecdote qui te salace ou non, gênante ou ce genre de choses-là. Par contre, ce qui est gênant, c'est que la première année, j'avais des tout petits, des 4-5 ans, et tout le monde m'appelait, les moniteurs m'appelaient Nuts. Ah non. Fait que les enfants de 4-5 ans m'appelaient Nuts. Puis j'étais comme, ça c'est wrong. C'est pas bien, ça. Non, c'est pas quelque bien, chose ça. de... Tu sais, c'est pas tout à fait genre trash, mais... C'est limite. Ça gosse. Ça gosse un peu. Oui, ça gosse. Littéralement. Nuts. Ça gosse. C'est l'auteur qu'on reconnaît là-dedans. Je parlais justement avec une amie la semaine passée, puis elle me disait qu'elle était monitrice de camp également et ne voulait pas aller au glissade d'eau avec des enfants. Parce que c'est terrible aussi. C'est terrible. C'est terrible aussi parce qu'ils peuvent littéralement mourir. Et elle m'a donné l'exemple. Elle refusait. Elle disait non, mon groupe va pas aller au glissade dans la piscine à vagues. Non, on va même pas y aller. On va même pas s'y rendre, OK? Je pense qu'une semaine avant, il y a un kid qui a été amené en retard avec le camp de jour où il devait aller, cet enfant-là. Fait qu'il est rentré avec l'autobus des plus vieux. Et la monitrice qui était attitrée l'a calissé dans la piscine, il y avait 5 ans. Pauvre petit. Il a failli mourir. Et là, à cause de ça, ils ont aboli les voyages à la glissade d'eau. Moi, j'ai ça pour ça. Puis j'ai un côté dédaigneux. Là. Moi, tremper dans les fluides des autres, ça m'écœure, même si il y a du chlore dans l'eau. Ça me répugne. Mais... C'est ça. Il y a plein de gens et plein de types d'attractions pour plein de personnes. Mais je suis admiratif des gens qui trippent vraiment bien raide sur les parcs d'attractions. Il y a ce genre de fans-là qui veulent toutes les faire, comme il y a des gens qui veulent visiter toutes les stades de baseball aux États-Unis, par exemple. Puis j'avais écouté la question de Maxime avant de la faire jouer en ondes et je me suis pris une note. Je pense que toi, Gauthier, tu connais cette chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir, Maxime, la chaîne Defunctland, qui fait des capsules, ma foi, excellentes, surtout sur Disney, là, mais il en fait un peu sur tout. Là. C'est un grand fan de Disney, où il va décrire telle manière, genre telle année, il a été créé de telle façon, puis il a été modifié, finalement ils l'ont enlevé pour telle raison. Puis les fans d'attractions de Disney sont vraiment orientés sur les détails, pire qu'un fan de Star Wars, Star Trek. Là. Et c'est, ma foi, voir quelqu'un parler avec passion de quelque chose qui est si précis, c'est vraiment le fun. C'est enthousiasmant, même si tu ne partages pas la même passion. D'ailleurs, je m'étais pris une note, Gauthier. Parce que, tu sais, c'est facile d'être cynique de ce temps-ci. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. C'est facile d'être cynique. J'ai remarqué. Sachant qu'en novembre, nous allons perdre toute forme de démocratie, c'est facile. C'est facile d'être cynique. Oh, faut pas aller là. Donc, j'ai pris une note. Moi, j'ai un compte Instagram que je suis depuis peu de temps qui s'appelle Coops Collection. Donc, c'est COOPS, barre en dessous, Collection, COLLECTION. C'est un gars qui fait les petits congrès ou des congrès de toute taille. Il vend des cartes, OK? Il vend des cartes de style Pokémon et autres. Ils sont un peu dans cette catégorie-là. Puis il a commencé à se filmer alors qu'il interagit avec les gens qui viennent voir son petit kiosque. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va leur donner une carte. Il va lui demander « Hey, c'est quoi ton Pokémon favori? » Ils vont répondre, puis il va lui donner une carte. Puis c'est juste du monde qui trippe bien raide. Puis en échange, il y a des views sur ses vidéos. Puis peut-être qu'il fait un petit peu d'argent avec ses vidéos, mais même là, pas tant que ça. Il y a juste. C'est petit, là, 47 000 abonnés sur une chaîne. Là. C'est pas beaucoup pour faire de l'argent. Puis il est juste le fun. Fait que, tu sais, au lieu de consommer du doom scrolling ou du contenu un petit peu plus intense, là, allez donc voir Coops Collection. Vous allez vous mettre un petit sourire, vous allez voir du monde content, puis des gens qui interagissent avec civilité. Ça fait du bien. Fait que allez voir Coops Collection, c'est vraiment une belle petite chaîne. Sur Instagram. Preach. Oui, aussi, il est cool.
En tout cas, il a l'air cool. On va continuer avec toi, mon cher Gauthier, c'est bon? Oui. Stay a while and listen. À Gauthier. Benoît. Oui. Benoît. C'est mon nom depuis maintenant 42 ans. 43 ans, excuse-moi. Oui. Je t'avais dit la semaine passée que j'étais pour attendre un petit peu avant de jouer à la version Early Access de PAX D. Oui, on a parlé avant le show, mais j'ai senti un petit peu déçu. Ouais, j'avais des appréhensions, mais j'ai pas pu résister à l'appel. Du monde médiéval fantastique. Du monde médiéval fantastique, hyper réaliste, où ça prend genre des heures pour te construire une maison. Contrairement à la vie où ça te prend des semaines. Une vie entière pour pouvoir finalement mettre un cash down. C'est faut ça, pas être cynique. Coups Collection. Le rush d'endorphine est plus rapide quand même. Oui. Donc, c'est ça. J'ai attendu quand même quelques jours et je me suis lancé dans la version Early Access de PAX DI en fin de semaine. Donc, tu y es retourné. Ouais, c'est ça. Puis j'avais commencé dans un clan. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ma vibe être dans un clan de MMORPG médiéval fantastique. T'es plus un loner. Tu veux toi-même être au contrôle de ton expérience narrative, c'est ça? Mais c'est ça, dans la vie, tu sais, je me considère quand même comme un team player, mais je me suis rendu compte que dans un jeu en early access, en tout cas, où il y a encore certaines fonctionnalités qui n'existent pas et qu'on est limité à genre du crafting, du building puis de l'exploration. Être dans un clan, ça peut vraiment être très long et pénible. Est-ce que ça ressemble un peu à l'expérience, ma foi, universelle, quand quelqu'un assiste à un salon du livre et après on se demande où va-t-on manger? Et que ça dure des heures et des heures. Non, c'est quand c'est bien géré, puis le clan de PAX D dans lequel j'étais était excessivement bien géré là, et très respectueux, du monde vraiment comme super cool, avec beaucoup de membres. Mais étant donné que j'étais arrivé en retard de genre 5 jours, moi, ok. Il y avait déjà tout bâti, le reste ville malade, genre. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je suis niveau 1, je vais aller miner de la roche, puis tenez, voici mes roches. Puis tu sais, j'étais comme, mais à quoi ça mène tout ça? T'sais, moi, j'avais juste envie de me construire une petite maison tranquille dans le bois. Mm-hmm. Puis comment c'est fait le jeu? C'est que c'est très réaliste, c'est-à-dire que si tu utilises quelque chose dans le jeu, tu vas monter de niveau qui est lié à cette chose-là. Donc, si tu utilises une cuillère, par exemple, tu vas devenir très professionnel. Professionnel de la cuillère. Ouais. Si on te donne une épée sans que tu l'aies construite, tu vas quand même pouvoir te battre avec puis leveler tes skills de combat à l'épée, comme dans la vie. Si on te donne une épée, tu es obligé de l'avoir construite. Moi, je suis de l'école, il faut tout se construire son épée, je suis désolé. Oui, c'est ça. Si tu veux utiliser quelque chose, il faut que tu l'aies construit toi-même. Exact. Dis le gars qui utilise en ce moment de la technologie qu'il ne peut pas comprendre. Ouais, c'est ça. Mais bref, je me suis un petit peu tanné parce que mon expérience de jeu n'était pas vraiment très cool. Tu sais, j'aimais ça, rendre service, puis tu sais, comme participer à cette espèce de communauté-là, mais je sentais pas que je faisais vraiment la différence. Je pense que ça doit faire partie de... Tu sais, une expérience de gaming, ça doit quand même être rewarding de temps en temps. Il faut. À certains moments précis dans le jeu. Puis pour les premiers moments, en fait, je pense que... en tout cas, en Early Access, le single player dans le monde ouvert en ligne peut être vraiment quand même vraiment le fun. Fait que c'est ça que tu as fait, tu as décidé de plus faire ça dans ton dernier... c'est ça. Ouais, je suis allé de mon côté, je me suis comme bâti ma petite maison, je suis commencé à faire du crafting pour les armes, les équipements. C'est vraiment super le fun, c'est vraiment bien fait. Le système de construction est super bien équilibré pour l'instant, ça va bien. Le crafting, c'est vraiment long, par exemple. Est-ce qu'il est clair? Est-ce que tu sais où il faut que tu ailles? Ou parce que c'est un peu à la manière de Minecraft, il faut que tu fasses des essais-erreurs pour trouver c'est quoi les bonnes combinaisons?
C'est sûr que tu peux aller sur un guide, mais je pense qu'un des plaisirs, c'est de découvrir la logique derrière le système par expérimentation. C'est comme... Je me suis demandé vraiment longtemps, c'est comme j'avais une maison là, toute belle, là, puis j'étais comme Chris, je peux pas faire de porte. Pourquoi je peux pas faire de porte? Puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais pas forgé de hinge, de penture. Oh! Fait que dès que tu construis des pentures, ben, tu peux faire une porte. Donc, tu sais, c'est ça, c'est le processus d'apprentissage, il est quand même vraiment le fun, en fait, quand tu explores toutes ces dimensions-là, en fait, qui, dans un clan, si les gens le font pour toi, ben, tu le sais pas, tu sais. On peut te fournir tout ton équipement, puis tu peux juste, comme, l'utiliser après. T'as pas de raison raison de commencer à le faire si on te le donne pour toi, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'un des plaisirs, en tout cas pour le moment, c'est de le faire. Fait que je pense que l'aspect communautaire peut être le fun parce que tu as des voisins, tu as des gens autour de toi. Ah oui, comme ici, là. Oui, c'est ça, voilà. Ils mettent pas de musique forte, par exemple. Non, hein, ils ont du respect. Il y avait de la classe dans les temps médiévaux. C'est ça. Fait que, non, je trouve ça vraiment le fun. Étant donné que c'est hyper réaliste, j'ai vraiment l'impression aussi que ça pousse les gens à être roleplay, puis décorum. C'est vraiment spécial. Il y a du monde qui niaise, mais étant donné que la zone dans laquelle tu construis, tu peux pas te faire attaquer par d'autres joueurs. OK. Ouais, c'est une question que j'avais. Ça fait en sorte que les gens sont quand même respectueux. Fait que ça incite à faire du commerce, à trader. Donc, les reviews en ce moment en ligne sont pas super dithyrambiques. Je pense que le jeu est comme à 6 ou 7 sur 10 sur Steam. Mais encore une fois, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à un jeu fini alors que c'est un jeu en Early Access. C'est toujours le danger de l'Early Access. Voilà. Fait que, tu sais, si vous êtes des fans de genre SimCity, si vous aimez Minecraft, si vous aimez les jeux de construction, de gestion, de logistique, je vous le recommande fortement, juste pour explorer, mettons, comme arriver à quelque part, puis il y a des super belles constructions qui sont vides pour l'instant, mais qui sont quand même des beaux petits chefs-d'œuvre de design, là. C'est très joli. Excellent. PAX DI, finalement, un peu plus enthousiaste cette fois-ci pour Gauthier. Oui. Produit par le studio Mainframe qui ne fait que ça et qui est constitué d'anciens de EVE Online. Ah oui, EVE Online. Je l'ai déjà dit à l'émission, mais il y avait un gars dans ma cohorte à l'université qui payait ses sessions jadis avec des games de EVE Online. Il gagnait de l'argent avec ça. Ça, c'est un jeu pour les neuros non typiques. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Ouais. Merci, Gauthier. Merci. Eh oui, c'est moi, Jake. Hey, on continue cette semaine avec les nouvelles, petites nouvelles concernant Marvel Comics, ou plutôt Marvel de façon générale, qui a amené certains changements la semaine dernière. C'est assez intéressant. Ça s'est décliné en 2 temps. Premièrement, il y a un premier compte sur X qui a été créé, ou plutôt qui a été réapproprié. Il y avait un compte de Marvel Unlimited, qui est le compte officiel sur Twitter, sur X, qui était dédié à la plateforme Marvel Unlimited, qui a été locké. Il a été complètement bloqué. Puis il y a une mention TBN, To Be Announced. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour Marvel Unlimited ou à tout le moins de la manière qu'ils font le marketing en ligne concernant Marvel Unlimited, mais pour l'instant, vous ne pouvez plus avoir accès à ce compte-là. Et il y a un autre compte qui a été créé sur X, qui concorde à la création d'un compte aussi sur Instagram qui s'appelle Marvel Comics HQ. Ça, c'est sur X. Sinon, sur Instagram, c'est juste Marvel Comics. C'est un compte qui, en fait, va reprendre juste la brand comic book de Marvel. Anciennement, tout était replié sous Marvel sur Instagram. Donc, vous aviez des nouvelles par rapport aux films, par rapport aux téléséries, par rapport aux comics. Puis là, j'ai l'impression qu'on veut se recentrer plus sur les comic books. Donc, on a créé un Twitter, on a créé aussi un Instagram. On nous promet des mises à jour hebdomadaires, des recommandations de lecture, un genre de regard aussi en arrière-scène. Puis ces changements-là sont arrivés en même temps qu'on a rebrandé, si vous voulez, le logo qu'on va utiliser à l'interne pour représenter la division comic book de Marvel, donc Marvel Comics. On a repris finalement l'approche Marvel Studios, Marvel Animation, où on met le logo de Marvel d'un carré rouge à gauche, puis à droite,
on met la division, le nom de la division. Il y a beaucoup de gens que ça gosse parce que il n'y a aucune des brands en ce moment qui utilisent la même police de caractère pour leur division. Je comprends ça. Moi aussi, c'est le genre d'affaire qui me trigger, comme on dit en bon français. Et là, ils ont utilisé une autre police pour ce qui est de comics. Étrangement, la police utilisée attire beaucoup plus l'attention que la section Marvel parce qu'elle est bold, elle est grasse, elle est très grasse en fait. Donc là, elle se fait démolir. Bon, c'est quand même une bonne chose. Là. C'est pas le logo qui va se retrouver sur les comic books. C'est vraiment pour représenter la brand à l'interne puis dans certaines communications, mais c'est pas ce qu'on va retrouver maintenant sur les comic books. C'est vraiment plus dans l'entité Marvel au grand complet. Quoique je trouve que c'est quand même une bonne idée de faire une division au sein même de ces médias sociaux pour à tout le moins amener... Tu sais, je pense pas que c'est bon pour toutes les brands, mais une brand grosse comme Marvel, si tu veux vraiment que ton core, tes fans de comic books soient desservis d'une certaine manière versus le public en général, c'est peut-être pas une mauvaise stratégie. Il y a tellement de contenu qui est diffusé par ces canaux-là que, je veux dire, ils manqueront pas de stock à diffuser là, d'une part et d'autre. Là, On est d'accord. Tu sais, le but aussi, c'est de travailler, j'imagine, sur la loyauté de leur public. Puis c'est sûr que tu travailles pas le public comic book de la même manière que tu travailles ton public mainstream pour le cinéma. Non, surtout si tu utilises les nouveaux comptes Instagram et Twitter pour un peu amener un lectorat ou un nouveau lectorat à lire certains titres, à les guider un peu dans cette espèce de mélasse qui est de titres qui sont publiés depuis près de 80 ans. Tu as besoin peut-être d'une plateforme qui est dédiée. Reste à voir comment justement cette tactique-là va se décliner parce qu'on est dans la spéculation. Tu sais, de dire on va te donner des nouvelles puis des regards d'arrière-scène, c'est assez générique. Comment ça va prendre forme, c'est là où ça va devenir intéressant. Je ne sais pas si le compte Marvel sur Instagram va continuer à publier des nouvelles par rapport au comic book comme il le faisait auparavant, mais si vous voulez vraiment juste des nouvelles, et moi je me suis abonné sur le compte des Mystérieux au compte Marvel Comics, ça va être là où il va falloir être abonné. C'est tout simplement ça. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Sinon, il y a plein d'articles de blog qui sont sortis concernant la police de caractère qui n'est pas bonne. Puis, ils ont même dit les noms. Des angry graphic designers, ça existe, messieurs, dames. Ils sont aigris d'années et d'années de modifications de dernière minute par des clients qui ne savent pas c'est quoi qu'ils font. Fait que je les comprends. Petit side note intéressant, le logo, celui de Marvel Comics, le dernier qui vient de sortir, celui qui a été publié en même temps que la création des comptes de médias sociaux, c'est pas le même designer graphique qui a travaillé dessus, qui a travaillé sur celui de Marvel Studios, puis il a même fait une sortie publique pour être certain que le travail soit pas associé à son nom. Fait que je pense que même lui, il est pas d'accord. Tu vois comment ça joue dur dans le monde des internets. Fait que c'est ce que j'avais pour Marvel. Tempête dans un verre d'eau. Là. Pour vrai, oui. Des enjeux là où ils ne devraient pas nécessairement en avoir. On les comprend, mais en même temps, il y a du monde qui reçoit des bombes sur la tête et qui meurt de plein de maladies épouvantables à travers le monde. C'est pas... Même si ça te gosse, mettre de l'énergie sur les médias sociaux par rapport à ça, je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Oui, c'est ça. Ça peut le gosser, on comprend. Mais oui, c'est ça. Tu peux pas t'empêcher d'être en crise, là, mais... peut-être mettre l'énergie ailleurs. Mais c'est ça. Donc, moi, je vous invite à vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça risque de se déployer différemment dans les prochaines semaines. On continue avec toi, mon Gauthier. Je peux pas juste jouer à des jeux vidéo, je lis de la bande dessinée aussi, de temps en temps. Si, t'as donc même plus d'heures que moi dans une semaine. C'est incroyable. Ben, c'est une question de choix. Hein? Oui. On fait des choix dans la vie. Et j'ai lu la série de super-héros de Kaneko, qui est un mangaka que vous connaissez peut-être pour la série Soil. Ça me dit quelque chose, mais je lis pas beaucoup de mangas, mais sûrement que des auditeurs auditrices le savent, le connaissent. Donc c'est un mangaka que Jake et moi on suit de près parce qu'on l'adore. C'est quand même un mangaka indépendant qui suit pas vraiment la recette là, des gros studios de manga. Là. Donc c'est un artiste qui fait pas mal tout. Il n'y a pas d'assistant ou pas d'assistant, okay. Là, en fait. J'avais beaucoup aimé sa série qui s'appelle Search and Destroy, qui est une mini-série, en fait, là, un peu cyberpunk, qui ressemble un petit peu à Astro, mais version trash. Et là, Evil, en fait, c'est E-V-O-L. Donc, ça sonne un peu evil, mais à l'envers, ça fait love. Oh my... C'est un genre de jeu de mots c'est très japonais. Oui, ben en fait, les titres anglophones de manga japonais, je m'excuse. C'est rarement heureux. Ça a souvent pas rapport. Ouais. Tu comprends les mots, mais tu comprends pas ce que ça veut dire.
Mais là, ça fait du sens. Là. Ça fait quand même du sens parce que, en fait, c'est une histoire de super-héros qui fait un peu penser à The Boys ou bien à, si vous êtes de notre âge, la série qui a été adaptée en film Kick-Ass. Donc, tu sais, on est dans un milieu de super-héros, mais... réaliste, hyper violent? Réaliste, hyper violent et avec des anti-héros. Donc, Evil, ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui, après avoir essayé de se suicider, se réveillent parce qu'ils se sont manqués et se réveillent avec des pouvoirs. Mais c'est des pouvoirs vraiment super niaiseux. Là. Genre, tu sais, il y en a un qui est capable de percer des trous avec son index de 3 pouces de profond. Dans les murs, dans les arbres. Dans les murs, mais aussi dans le monde. Ah, ben oui, OK. Ouais. Il y en a une qui est capable de voler, mais comme à genre 3 pieds du sol. Ça va être le fun, par exemple. Fait que, tu sais, mais tu sais, si elle tombe d'un building, mettons, elle peut comme... tomber, mais jusqu'à 3 pieds. OK, je vois genre. Puis, il y en a un autre qui fait du feu, mais tu sais, comme une toute petite flamme dans sa main. Puis, ces personnages-là, en fait, se retrouvent ensemble dans un asile psychiatrique. Puis ça, c'est quand même intéressant là, parce que c'est très, très, très tabou, le suicide au Japon, là, même s'il y en a énormément. C'est un problème de société au Japon. Mais tu sais, le fait qu'ils se retrouvent dans un asile psychiatrique, ça parle beaucoup du fait, justement, que c'est un tabou là, dans la société japonaise. Puis que, tu sais, c'est des fous, tu sais. Ouais, ils mettent dans la catégorie fou. C'est ça. Fait qu'ils se rencontrent, puis on se rend compte aussi que les 3 étaient dans la même classe à l'école. Donc, on sait pas trop pourquoi, comment ils ont des pouvoirs, mais on se rend compte aussi assez rapidement que on vit dans un univers où il y a des super-héros qui travaillent genre pour la ville, puis pour le gouvernement. Et ben là, je vendrai pas trop de punch, mais disons que, tu sais, pensez à The Boys, là. Puis imaginez les super-héros qu'il y a dans cet univers-là. Et à la fin du premier tome, en fait, de la série, les jeunes qu'on suit, dont on suit l'histoire, se disent « OK, nous, on va être les méchants. » Parce qu'on s'est tellement fait boulier dans notre vie, on a tellement eu de la merde, personne ne veut de nous autres, fait que, vous savez quoi? On va l'assumer. Ouais, on va accepter le rôle que vous nous donnez, puis on devient les méchants. Intéressant. Fait que j'ai vraiment, j'ai adoré la proposition, c'est super bien dessiné, c'est vraiment pas du manga typique, avec un trait un petit peu plus large, moins angulaire, qui se rapproche un petit peu plus du cartoon. J'ai adoré ça. L'édition est super belle en plus en français. Question pour toi. Comme si c'est un auteur indépendant, ça veut-tu dire que la série pour l'instant, elle s'annonce à être courte? Parce qu'on sait que c'est pas toujours, mais certains auteurs indépendants préfèrent faire de petites séries versus le classique longue série japonaise qui finit plus. Ouais, habituellement, c'est quelqu'un qui fait des... il stanne vite, là. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur des nouvelles choses. Fait que la plupart du temps, il fait des mini-séries. Là, il me semble que Laurent me disait qu'il y avait 5 ou 7 volumes de sortie en français. C'est raisonnable. Ouais, puis je sais pas si c'est ongoing, là. Donc, je vous le recommande fortement. Si vous aimez... Tu sais, même si vous n'êtes pas fan de manga, que vous êtes fan de super-héros... même si vous êtes lecteur, lectrice de comic book, je vous dirais que c'est peut-être une bonne porte d'entrée vers le manga. Il y a beaucoup de BD, beaucoup de séries, de manga que je pense que les gens évitent à cause de la facture visuelle qui peut en déplaire à certains, le côté un peu plus enfantin. Là, je fais des grosses généralités, soyez pas trigger, les amis de manga, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes dédiés et je respecte votre passion. Mais je veux dire, pour quelqu'un de l'extérieur, là, le style fait un peu enfantin, ou peut faire enfantin. Mais boudez pas votre plaisir, allez voir un spécialiste comme Laurent. Hein? Il y a d'autres spécialistes qui existent un peu partout au Québec, même en France. Demandez-leur des bonnes séries de manga. Il y en a où les prémices sont particulièrement intéressantes. Ça fait enfantin ou c'est parce que les enfants maintenant ne lisent que ça, puis quand ils dessinent, ça ressemble à ça? Je pense que ça fait enfantin, mais pour une certaine génération, parce que comme tu l'as mentionné, Gauthier, depuis 15 ans, dans les premières années des Mystérieux, là, je me souviens, j'avais assisté à un salon du livre où il parlait du fait que le manga prenait une importante part du marché. Ça, il y était 15 ans de ça. Oui, c'est une clair courbe qui ne cesse de croître. Pas, exactement. Je te dirais même depuis 20 ans. Là. Oui. Puis c'est en France encore plus qu'ici, hein, je te dirais.
C'est pour ça que c'est le fun de voir qu'il y a justement des nouvelles écoles, plus il y a plus de diversité qui arrive en Occident, du moins comparativement il y a 20 ans là, où on avait Dragon Ball. Puis Dr. Slump, puis Sailor Moon. Que j'ai encore. J'ai encore mes vieilles versions Glénat de Sailor Moon. C'est drôle, je parlais avec Jake en fin de semaine de comment ça a commencé, là, tu sais, Dragon Ball, où t'as des épisodes où Tortue Géniale essaie juste d'obtenir la culotte de Bulma, puis ça finit que Goku peut genre briser des planètes au grand complet avec un son coup de poing. Là. Tu sais, quand tu dis qu'une série évolue avec le temps, là, c'est ça, c'en est un exemple. C'est deux affaires complètement différentes. Hey, je parlais de Marvel il y a quelques instants, je vais parler maintenant de DC pour équilibrer l'ordre des choses dans le cosmos. Quoique la nouvelle est un petit peu moins pas moins intéressante, mais un petit peu moins joyeuse que les changements qui se sont opérés chez Marvel la semaine dernière. DC est une fois de plus dans l'eau chaude, mon cher Gauthier. Tu peux t'imaginer ça? Parce que plus tôt la semaine dernière, un de ces artistes a été potentiellement pris à utiliser de l'IA pour compléter des couvertures sur des séries sur lesquelles il travaille. Ça va arriver de plus en plus. Oui, là on peut le détecter pour l'instant, mais checkez bien la technologie, comment ça évolue vite. Regardez où on est juste en 1 an et demi. C'est juste insane. Donc l'artiste en question, c'est Francesco Mattina. Et l'attention était portée à ces couvertures parce qu'entre autres choses, on a un double S dans un certain logo de Superman sur une couverture. Donc, la queue du S se répète. Et ça, c'est absolument un indice de l'IA ou d'une répétition peut-être bête que l'artiste a fait. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est là où ça devient compliqué, Gauthier, parce que c'est pas que je veux pas blâmer les gens s'ils ont commis des choses, mais en même temps, des fois, on connaît pas tout. Mais quoi qu'il en soit, DC a décidé de retirer ses couvertures parce qu'il y a un autre artiste qui a levé un peu le flag sur l'art de Francesco Mattina. Son nom, c'est Adi Granov. Vous avez déjà vu de ses couvertures. Il a travaillé longtemps aussi sur des couvertures de Iron Man. Il y a un côté très ingénieur, si je peux dire, qui est un genre de mélange entre l'ingénierie et la peinture. Il fait des couvertures assez singulières. Vous allez reconnaître son style si vous tapez son nom sur Google. Lui, quand il a vu ce que Mattina allait publier, parce que ça fait partie de la sollicitation de septembre qui s'en vient, on les annonçait, il a dit, regardez, là, il y a beaucoup d'indices qui fait que il y a de l'IA qui a été utilisé dans ces compositions-là. De un, c'est ce qu'il prétend. Et là, il en a profité aussi pour un peu laver son linge sale en disant que Mattina aurait volé de ses concepts et de son art à plusieurs reprises au cours des 12 dernières années minimum. OK, un bon gars, là. Ouais, c'est un champion. Si ça s'avère être vrai, c'est pas juste un gars qui s'est dit hey, je suis dans la merde, il faut que je complète mon art avec l'IA. C'est un gars qui semble être problématique au niveau artistique dans la communauté de bande dessinée américaine, ce qui est un peu un death wish, si tu veux mon opinion là-dedans. Là. Tu peux pas trop fucker le chien avec ce genre de choses-là. Tu vas te retrouver ostracisé, non seulement par l'éditeur, mais par tes pairs. C'est ce qui semble d'avoir opéré ici, parce que Adi Granov a été rejoint par plusieurs personnes qui font partie de la communauté de comic book en ligne pour l'appuyer dans ses propos et d'y aller de propre exemple où Mattina aurait volé aussi de leur contenu. Donc, les numéros de septembre qui ont finalement été retirés par DC, c'est Action Comics numéro 1069. On a le Superman numéro 18, Batman and the Brave and the Bold numéro 17 et Dark Knights of Steel All Winter numéro 1. Il va être remplacé par d'autres artistes qui ont pris le flambeau. Donc, ces couvertures sont retirées de la sollicitation de septembre. C'est juste les couvertures. Là. C'est juste les couvertures. C'est pas l'art qui est utilisé à l'intérieur des comic books. C'est un artiste qui travaillait sur des couvertures. Puis bon, c'est pas la première fois que DC se retrouve dans cette situation-là. On en a parlé à l'émission, je sais pas si tu te souviens, Gauthier, l'hiver dernier, avec un autre monsieur qui aurait potentiellement utilisé de l'IA sur ses couvertures, un artiste du nom de Daxion. On avait parlé des couvertures qui a été finalement retirées également par DC Comics. Il n'y a pas eu d'action similaire du côté de Marvel, quoique il y a des gens qui ont souligné le fait que certaines couvertures avaient de l'air avoir été traité par l'IA. C'est là où ça devient très, très nébuleux. Puis là, tu peux facilement t'embourber parce que qu'est-ce qu'a de l'air de quoi a de l'air l'IA aux yeux de gens qui ne sont pas professionnels? C'est aussi ça l'affaire. J'espère que des histoires comme ça vont convaincre les grandes sociétés comme DC puis Marvel de devenir des alliés des artistes. Puis de dire, parce que c'est eux qui ont les moyens de se retourner puis de dire à ChatGPT ou comme hey, juste Photoshop, Adobe, je sais pas si tu as vu l'annonce passer, hein? Oui. Là, pis ça me fait fucking chier. Là. Je suis un utilisateur d'Adobe depuis longtemps, mais si vous n'êtes pas au courant, maintenant Adobe, le créateur, la compagnie qui possède Photoshop, un des logiciels de traitement d'image le plus utilisé au monde, peut maintenant observer vos compositions pour entraîner son propre IA. Ouais.
Ça, man, c'est que tu payes pour un service qui va voler ton or pour entraîner une machine qui va peut-être éventuellement voler ta job. Ouais, là, on a vraiment... puis on a vu au cours des dernières semaines énormément d'artistes quitter officiellement Photoshop pour aller sur Clip Studio. Oui. Il y a des alternatives pour les artistes qui existent, qui sont super performantes, puis même plus utiles que Photoshop. Là où la masse critique d'utilisateurs un peu mal pris, c'est les designers, les designers graphiques. Ils sont pognés, eux autres, avec Photoshop et Illustrator. Il y a des équivalents open source qui existent. Moi, je les connais pas, mais je sais que ça existe. Mais bon, money talks, fait que si le monde finisse par faire une migration, les gens qui ont adopté Clip Studio dans les dernières semaines, l'espèce de vague qu'il y a eu là, avec l'annonce d'Adobe et Photoshop, c'est des gens qui font partie surtout du milieu de la bande dessinée. J'ai vu que Yannick Paquette, le Québécois, l'artiste Yannick Paquette, qu'on a déjà reçu à l'émission, a fait une annonce publique là-dessus. Écoute, je sais pas si Jake veut que j'en parle, mais lui, il l'a fait aussi. Il est passé à Clip Studio. Il m'a dit que c'est un logiciel qui est puissant, qui comble à ses besoins, mais que c'est certain que c'est pas Photoshop. Pour le traitement d'image, Photoshop reste un des leaders. Mais je veux dire, on peut pas accepter une situation comme ça. Moi, le simple fait que quelqu'un observe ce que je fais, je veux dire, comme, tu sais, mettons, je retraite des photos de ma famille. Je veux pas que ça se retrouve dans une banque quelque part. Pourquoi... C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Et je veux dire, je te cacherai pas que moi, j'ai eu des situations où j'ai utilisé l'IA dans Photoshop pour agrandir des photos, là, parce que sinon, ça marcherait pas dans le cadre que j'utilisais pour des publications en ligne. Tu sais, c'est encore une fois, on en parlait avant l'émission, Gauthier, c'est pas parce que tu amènes une solution que tu crées pas d'autres problèmes. Tu sais, c'est pas ça. On n'est pas en train de dire que l'IA, c'est mauvais à tout prix, mais vous voyez la complexité que ce genre de technologie-là amène. Ça me fascine en même temps que ça me fait peur. Mais c'est là où on en est. Écoute... Mais tu disais un leader, je suis d'accord. Moi, je pense que, je sais pas, je connais pas les règlements du côté de DC puis Marvel, mais je pense que ces deux leaders-là devraient ouvertement aller de l'avant et dire, nous n'accepterons pas, on va refuser même de payer des gens qui vont utiliser l'IA pour le travail qu'on ferait chez nous. Mais là, ça enverrait un message vraiment, vraiment fort, puis ça obligerait les autres à suivre aussi, parce que c'est les plus gros, c'est toujours ça. Là. Exactement. Fait que, entendez-nous. Oui, entendez-nous, exactement. Donc voilà, c'est là où est-ce que j'en étais pour cette histoire-là. On va continuer avec toi, Gauthier. Je reste dans le manga, Benoît. Encore? Oui, parce que j'ai lu un autre manga qui était sur ma pile à lire depuis très longtemps, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les BD de robots, les mangas de mecha. Oui. Et il y avait un classique qui manquait à ma liste, et j'ai lu The 5-Star Stories de Mamoru Nagano. Il y a une édition française qui existe depuis pas très longtemps, qui est très jolie, mais c'est un manga qui a été fait en 88-89. Oh boy, ok, ouais. Donc c'est vraiment une des premières séries de mecha japonaises. C'est contemporain de Gundam, là. Je pense que c'est sorti pas mal en même temps. Là. Donc c'est un peu le même setup, mais il y a des robots géants. Déjà en partant, dans la liste des choses qu'il faut pour un récit de mecha, je te dirais que c'est au top. Ouais, mais on est dans un futur, c'est pas vraiment notre univers, c'est full développé technologiquement, mais en même temps, c'est un peu de la chevalerie, là, donc c'est un trope qui existe beaucoup là, dans les histoires de mecha. Là. Donc, on est dans un univers où il y a des différentes grandes familles qui se mènent bataille pour le contrôle de différentes galaxies. Puis, il y a des chevaliers qui sont capables de revêtir des suits de revêtir les suits de Gundam, mais qui sont aidés par des... Puis c'est là que ça vieillit, ça a un peu mal vieilli. Là. On voit qu'ils sont dans les années 80. Là. Oh, ok, ils sont comme aidés par des madames qui sont comme clonées dans un laboratoire, puis leur seule mission, c'est de conduire les robots, puis elles doivent choisir leur chevalier, là. Comme c'est très comme amour courtois, là, très médiéval, là, ou comme quand ils sortent du laboratoire, il y a une cérémonie où ils choisissent leur chevalier, puis elles vont le servir pour le restant de leur jour. Laisse-moi deviner, ils sont hyper sexy, là. Ils sont hyper sexy, oui, ils sont super sexualisés, puis c'est là où ça a mal vieilli, mais en même temps, c'est comme un mix vraiment bizarre, là. C'est comme une bande dessinée de robots géants, mais c'est aussi de la romance.
Fait que si vous aimez la romance, la science-fiction... la romance, c'est les robots. Puis que, genre, vous tripez sur l'univers de Dune. En tout cas, moi, il y a comme plein de choses là, qui m'ont attiré là-dedans, là, à part que, justement, ça a un petit peu mal vieilli. C'est une intégrale que tu as acheté ou est-ce que c'est... non, c'est une série. Une série qui a été rééditée, là. Qui a été rééditée en français récemment. Je dois vous dire quelque chose. En partant, le personnage principal de la série s'appelle Amaterasu. Et Amaterasu, c'est un dieu. C'est un dieu? Ouais. Ça, il faut comprendre ça comme très rapidement parce que il prend des formes différentes. Puis à un moment donné, tu Attends, il y a de la magie? Ben, il y a pas vraiment de magie. Il y a des dieux. OK. Puis les dieux se manifestent parmi les humains en prenant la forme d'humains. Comme Jésus? Ils ont des avatars. Genre, ouais, exactement. Fait que, mettons, Jésus aurait revêti le sou d'un robot géant pour combattre Ponce Pilate. Ben, il se manifeste pas sous forme de robot. Non, mais attends, je suis en train de te faire un pitch, moi, là. C'est pas ça que je laisse faire, ce manga-là. Pense à une version altérée de l'histoire. Ouais. Où le roi des Juifs revient est là, c'est confirmé. Ouais. Mais le temple, là, il fait pas juste renverser des tables, il le piétine. Il flippe le temple. Il flippe le temple au complet. Ouais. Ça serait intéressant. Oui. Intéressant. Ouais. Trademark. Il aurait été difficile à crucifier. Ben là, c'est là. Non, mais là, c'est ça, c'est que là, aussi, les Romains vont mettre de l'avant leur programme de Mecha. Ah, OK, fait qu'il y a un robot Yahvé, genre. Ouais, genre, c'est ça, puis avec un Glacking Gun, puis la lance, de destinée. Ouais, je pense que tu tiens de quoi. C'est quoi, pas vrai. Ouais. Puis là, il faut juste trouver le nom du manga. Là. Clairement, un peu à la tradition japonaise, il faut que ce soit un titre anglophone qui marche plus ou moins. Là. Passion Robot. Passion of the Bots. Passion Bot. Yeah. Ouais. On tient de quoi, Ben? On va faire un congrès là-dessus. On va y penser. Ouais, un conventum. Ah non, fait que, bref, c'est ça. 5 Star Stories, c'est un classique. Fait que si vous êtes vraiment fan d'histoire de robots géants, je pense que vous devez au moins essayer le tome 1. Voir. Moi, pour vrai, ça m'intrigue, mais tu sais, c'est ça. C'est un peu confus dans le storytelling, pour vrai. Il faut vraiment être super attentif. Puis il y a tellement de détails. Le world building est tellement immense que, tu sais, à la fin, il y a comme une espèce de petit glossaire là, avec des définitions. Et il est utile. Mais, bref, si vous le lisez, commencez votre lecture en vous disant, OK, Amaterasu est la même personne que Sop. Et Sop, c'est un ingénieur qu'on suit depuis le début de l'histoire. Et c'est la même personne. Mais ça, c'est jamais dit. Il y a comme une scène à un moment donné où t'es comme... Ah, tu le comprends. Peut-être que c'est la même personne, mais c'est jamais adressé dans le tome 1. Fait que partez votre lecture en sachant ça. Puis je pense que votre plaisir de lecture va être beaucoup plus bonifié. OK. Ouais, bonifié. J'ai trouvé Masaya Tech. Masaya! Oh, wow, c'est bon. J'aime ça. Hein? Masaya Tech. Masaya Tech. Ouais. Là, tu combines dans ta police de caractère genre une police un peu plus vieillotte, là, genre pas papyrus, mais genre. Puis le tech, lui, est écrit comme en chrome. Très 90s style. Ça avait été là en 92 pour pitcher ça à Image Comics, là. C'est extreme. C'est extreme. C'est ça. Merci, Gauthier. Tantôt, je parlais de 2 éditeurs américains. Là, je vais aller vers un éditeur français parce que toi, ça va t'intéresser. J'imagine que tu l'as vu passer. C'est sorti dans l'actualité. Je parle pas l'actualité, le quotidien, ben pas le quotidien, mais le journal. LITTE. Ouais, non, c'est un journal en ligne, en fait. C'est un journal d'actualité. Voyons, je vais le finir par le dire correctement. Là. C'est un site d'actualité française, mais sur le monde de l'édition et du livre. Okay? C'est ça. Donc, voilà. Comme litté, comme littérature. Potentiellement. J'ai pas noté comment il était écrit là, de mémoire, mais c'est pas l'actualité, le magazine L'Actualité qui ici est publié au Québec. Donc, c'est 2 affaires complètement différentes. Qui rapporte que le 3e plus grand éditeur de BD en France, là, on parle de Delcourt. Le groupe Delcourt est à la recherche d'un acheteur. Donc, l'entreprise qui a été fondée en 86 par Guy Delcourt, qui est maintenant, je pense, 66 ans, il a commencé à vendre d'ailleurs des fanzines, ben lui, il veut trouver un successeur, parce que contrairement à Glénat, c'est pas quelqu'un de sa famille qui va reprendre le flambeau. Delcourt a en ce moment là, 9500 titres,
Donc, des titres originaux comme L'Enfeuse de Troie, Les Petits Diables, Les Carnets de Cerises, mais aussi des licences américaines comme The Walking Dead et Hellboy. Donc, ils vont faire des éditions francophones pour la francophonie. Puis, ils ont fait des achats au cours des dernières années, là, dans les 15 dernières années. On parle entre autres de Tonkam pour le manga en 2005 et Soleil en 2011, qui était aussi un gros éditeur. Donc, l'année passée, ou il y a plutôt 2 ans, excusez-moi, en 2022, ils ont eu le chiffre d'affaires de 67,8 millions d'euros. C'est quand même assez intéressant. C'est le 3e grand en France. Et donc, je sais qu'il y a des intérêts asiatiques qui se sont montrés. Le bout du nez, reste à voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un des 2 autres majors qui pourraient racheter potentiellement Delcourt? On garde l'œil là-dessus. Ça risque d'être très intéressant pour la BD en général, mais surtout la BD faite in France. Ben oui, puisque est-ce que Delcourt a une plateforme de Webtoon? Je ne sais pas s'il y a une plateforme de Webtoon, mais je sais qu'ils ont déjà publié des titres sur Comixology jadis. Je ne sais pas si c'était des titres en langue anglaise ou française. Je pense que c'est des titres qui ont été traduits et qui ont été portés vers Comixology, mais je ne pourrais te dire avec certitude. Ouais, je sais qu'ils font déjà de la BD coréenne. Là. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi. Il me semble qu'ils ont une plateforme de Webtoon. C'est peut-être pour ça qu'il y a des groupes asiatiques qui s'intéressent à ça. Peut-être. Mais écoute, avec 9500 titres, sachant aussi que le futur de la guerre de l'attention à l'être humain, c'est quel le contenu que vous allez créer. Hein? Fait que ce soit des films, des séries, des dessins animés, des BD... Tout ça, là, c'est ça le futur de l'entertainment. C'est l'univers qui converge. Donc, quand tu as un catalogue de 1900 puis tu as un chiffre d'affaires important comme Delcourt, qui est aussi quand même reconnu, là, c'est estimé Delcourt, c'est pas de la merde. Clairement, il y a des gens qui vont venir sonner à leur porte. C'est sûr. Oui, pas mal. T'as-tu ça, toi, pour acheter dans les banques, dans les coffres de front froid? Non. Ah, dommage. Non. Bon, on va passer. Je vais passer mon tour aux enchères. Fait que c'est ça. Sinon, Agathe, je peux embrayer sur une autre petite nouvelle là, parce que je suis dedans. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Gauthier, tu sais que maintenant, le divertissement est adressé à nous, les vieux monsieur que nous sommes. Oui. Hein? Parce qu'on va revisiter des choses que quand on était jeune, on a consommé puis qu'on a aimé. Puis moi, contrairement à vous à la maison, je n'ai pas de cynisme par rapport à ça. J'embrace cette affaire-là. Parce que dans pas longtemps, on va dans la nostalgie de Justin Bieber. Fait que pour l'instant, ça passe, fait que je le garde, moi, cette nostalgie-là. Profite-en. C'est ça, parce que ça vient plus vite qu'on pense. Donc, Spaceballs, Gauthier, confirmé par The Hollywood Reporter, va avoir une suite film très quand même culte de Mel Brooks, sorti en 87. Ce film-là est en préparation, la suite est en préparation du côté de Amazon MGM Studios. Ça sera produit par Mel Brooks, qui sera de retour pour l'épopée. Mon Dieu, à quel âge? Il est très âgé, Mel Brooks. Il est très âgé, mais tu le vois en entrevue, là, il est très allumé. C'est un petit coquin. Hein. Tu sais que quand il est allé faire ses mains dans le plâtre sur le... à Hollywood, là, tu sais, la cérémonie où tu trempes tes mains dans du plâtre dans la rue, puis là, tu signes ton nom. Il s'était posé un faux 6e doigt à une de ses mains. Il est tellement con. Je l'aime, Mel Brooks. Il a 97 ans, man. C'est qui est hot. Il est hot. Puis il fait des films. Il fait encore des films. Il avait produit, je sais pas ce qu'il a produit, pardon, mais il avait écrit, réalisé, puis il avait même joué dans l'original, celui de 87. Là, il revient pour produire. J'imagine aussi qu'il va avoir un caméo. Parce que son personnage qui jouait, c'était l'espèce de pastiche. Là. Pour les auditeurs qui sont plus jeunes, Spaceballs, c'est un pastiche, une parodie de Star Wars. Puis avec des éléments de d'autres films. Mais c'est des films là, de ces années-là, un peu à la Naked Lunch. C'est des films à sketch. Okay? Donc, dans le film, Mel Brooks, qui avait écrit, réalisé et joué dedans, il jouait Yaourt. L'espèce de faux Yoda qui était bien trippé à faire des produits dérivés. C'est aussi qui est un pied de nez à Star Wars. Il va être rejoint au niveau de la production par Josh Gad. Josh Gad, c'est aussi un acteur qui, jusqu'à tout récemment, a essayé de faire une suite à Honey, I've Shrunk the Kids et Chérie, j'ai comme gonflé le bébé, qui s'appelait Shrunk. Qui est en ce moment en pause. Le film a dû être mis sur les tablettes le temps de la pandémie et ça n'a jamais repris. En fait, c'est une question de momentum, souvent le cinéma. Mais Josh Gad, c'est un acteur qui fait aussi dans de la production. Il co-signe également le scénario de ce qui sera la suite de Spaceballs, aux côtés de 2 types qui, enfin moi, leur pédigré est assez intéressant. Josh Greenbaum
et Benjamin Samit. Ces deux gars-là ont écrit plusieurs trucs ensemble. Ils ont écrit, entre autres choses, l'excellent film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gauthier, mais ça... Excellent film d'animation. Excellent. Ils ont également écrit que moi j'ai bien aimé, Pokémon Détective Pikachu. Ah, j'ai pas vu ça, mais il paraît que c'était vraiment bon. J'ai vraiment eu du fun, no joke. Le Addams Family 2, ça c'est les films d'animation sur les Addams Family. Ouais. Et le film apparaître sur Disney+, qui s'en vient, Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Donc ces gars-là, c'est des geeks, c'est des gars qui ont quand même une bonne feuille de route. Donc c'est eux autres qui, avec GLAAD, signent le scénario de ce qui sera la suite de Spaceballs. Et c'est drôle parce que le temps a donné raison à Spaceballs, Gauthier, parce qu'à sa sortie, les critiques étaient plutôt mitigées. Tu sais, quand le monde disait moi, c'est Rotten Tomato, tu sais, c'est juste 50%. C'était ça, Spaceballs, à l'époque. Les gens ne tripaient pas bien, mais avec le temps, c'est devenu un film culte. Donc, GLAAD, toute cette équipe-là, et Mel Brooks, Spaceballs 2, whatever, comment ça va s'appeler, je suis dedans. Je suis all-in. Allez-y, servez-moi ça. Que le pouvoir de l'astuce vous accompagne jusqu'à la fin de cette production. Hey, moi, j'ai entendu, Gauthier, que ton astuce était plus grande que la mienne. L'astuce? Est-ce que tu as autre chose, Gauthier? C'est tout. C'est tout ce que tu avais. Ben, regarde, il me reste quelque chose, parce que sachant que Laurent n'allait pas être là cette semaine, j'ai préparé 2 autres nouvelles pour vous garder, les gens, collés sur votre balado ou qu'importe ce que vous écoutez en ce moment, comment vous écoutez le show. Première nouvelle, je vais garder la nouvelle un petit peu plus triste vers la fin. C'est concernant Star Wars, mais Star Wars publié chez Marvel. Donc Marvel appartient à Disney. Marvel Comics appartient à Disney. Et une des manières que la brand Star Wars a été exploitée dans les dernières années, c'est non seulement à travers les livres qui ont été publiés sur cette galaxie très très lointaine, mais beaucoup sur les séries en fait, par les séries de Marvel Comics de Star Wars, qui ma foi, certaines sont très très bonnes. On a des ongoing, on a des séries en continu depuis un bout de temps. Star Wars et Darth Vader, il y en a d'autres également, Dr. Aphra, il y en a plein d'autres qui sont sortis. Mais Star Wars et Darth Vader vont prendre fin à compter du mois de septembre prochain. Les deux vont se conclure avec le numéro 50. En ce moment, ces séries-là traitent la période qui se passe à peu près entre The Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne les retire pas parce qu'ils ont des problèmes de vente. Au contraire, on les retire parce que prochainement, on a d'autres plans du côté de Marvel Comics pour les séries de Star Wars. On va bouger dans une ère différente de l'univers très, très lointain. Il n'y a aucun détail. Ça peut dire bien des affaires. Mais c'est bien ça de couper quand on est dans le high encore. Là, pas attendre que ça soit plus bon. Oui, exactement. Puis pour vrai, là, il y a, moi, de ce que j'ai lu de la série, je sais qu'on a des auditeurs qui lisent cette série-là. C'est awesome. Il y a des trucs où on vient comme rajouter des bouts de choses comment ces gens-là ont... Comment que Darth Vader a appris que la personne qui l'a, par exemple, attaqué au combat de Yavin 4, c'était son fils, ou l'identité. Des petits détails dans même le lore, là, pour les fans de Star Wars, c'est du bonbon. Est-ce que c'est dans une autre période? Est-ce qu'on va exploiter les prequels? Est-ce qu'on va aller Est-ce qu'on va se rapprocher de des sequel trilogy qu'on a eu il y a quelques années de ça? Ça, on ne le sait pas. On va l'apprendre assez vite. Probablement, d'ailleurs, à travers le compte Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Et le dernier numéro pour Star Wars, le numéro 50, on va reprendre une formule qui a déjà été exploitée dans la série. C'est Luke Skywalker qui raconte à Ben Solo certaines aventures qu'il y a eu de l'époque de la rébellion. Et donc, c'est comme une espèce de... Tu sais, une série où le dernier numéro, c'est on est plus tard, mais on vous raconte ce qui s'est passé. Hein? Mm-hmm. Donc, ça va être ça le dernier numéro. Ça sort quelque part, ça arrête plutôt, ça se conclut quelque part au milieu du mois de septembre prochain. Puis sinon, la nouvelle un peu plus, un peu plus, elle est triste. Trigger warning, pardon pour les gens à la maison là, qui sont touchés particulièrement par les sujets qui touchent au suicide, par exemple. Il y a eu, au courant du week-end, on a appris le décès de Sarah Baker, qui est décédée à l'âge de 52 ans. Elle a mis fin à ses jours. Elle avait des problèmes de santé physique et mentale depuis longtemps. Sarah Baker n'est plus dans l'édition l'édition américaine depuis longtemps, mais elle a marqué quand même son passage. Elle a fait partie de la 5e saison de la télé-réalité The Real World, qui est parue en 1996 à la télévision. The Real World, c'était un gros phénomène jadis à la télévision. C'est avant qu'elle soit peuplée de téléséries comme on en a aujourd'hui. Et à l'époque, en 1996, Sarah Baker travaillait pour un petit éditeur, ou plutôt un petit studio,
qui s'appelait Wildstorm, fondée par Jim Lee, un des fondateurs de Image Comics. Elle a travaillé sur, check bien ça, elle était chez jeune à l'époque là, quand elle a commencé ça. Elle a travaillé sur Gen 13, DV8, Stormwatch, Wildcats et Team 7. Et après son passage à The Real World Miami, ça c'est la saison sur laquelle elle a eu son apparition, elle a passé à d'autres projets, elle a passé aussi dans le milieu musical. Et sa mort, son décès a été souligné par plusieurs personnes qui appartiennent au milieu du comic book. On a vu des hommages qui ont commencé à apparaître en ligne, entre autres J. Scott Campbell, Jeff Mariotti, Ale Gaza, Levin Francis Yu et Scott Dunbier. Ça, c'est certains de ceux qui ont rendu hommage à leur ancienne collègue qui semblait fort apprécié. C'est ça qui est triste, hein, quand les gens souffrent au point de plus être en mesure de savoir que les gens les aiment quand même, ou ils peuvent pas voir la lumière. Donc, Sarah Baker, décédée à l'âge de 52 ans. D'ailleurs, je vous laisse le numéro de téléphone si vous-même vous avez des enjeux liés à ce qu'on vient de parler. Le numéro au Québec, dans le Grand Québec, c'est 1-866-277-3553, s'il vous plaît. Appelez, parlez à quelqu'un avant que vous passez à quelque chose de plus dramatique. Là. Vous n'êtes pas tout seul. Monsieur Gauthier, on a fini? Oui, on a fini. Merci, c'est bien de donner le numéro comme ça. Ben oui, mais tu sais, je veux pas parler de ces affaires-là, puis juste comme, gros. En plus que moi, ma nouvelle avait un lien avec ça aussi, en plus. Là, donc, merci Benoît. Tu sais, on fait des blagues, là, c'est pas des périodes faciles. On vit une période un peu trouble. Puis il faut pas oublier que les gens composent avec ça de différentes façons. Juste avant de vous laisser pour quelques minutes, là, puis on va parler de la BD d'aujourd'hui, là, qui est Botanica Drama. Je vous rappelle qu'on a plusieurs choses dans le back burner. On a un Discord, on a un Patreon, on a un SpeakPipe si vous voulez laisser un message vocaux comme Maxime en début d'émission. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si vous allez sur Patreon, en échange, on vous offre des épisodes spéciaux. On a Bifurcation, que je vais recommencer prochainement avec mon ami Rémi Fréchette. On va faire un cycle dédié à l'acteur Tim Curry. Pas toute sa filmographie, mais certains films choisis. Et on a Terre humaine chez Isdor qui a repris du service la semaine dernière. Donc, vous avez un nouvel épisode de Terre humaine chez Isdor pour les gens qui attendaient ça depuis longtemps. En échange aussi, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants, une super belle communauté en ligne. C'est surtout là que j'interagis avec nos auditrices, auditeurs. On partage des articles, des nouvelles, des découvertes, de l'appréciation. C'est vraiment une très belle communauté et on écoute, là, l'été, c'est moins le cas, là, mais on écoute souvent des films ou de la lutte le dimanche. La semaine prochaine, ça va être Forbidden Door, l'événement pay-per-view de AEW. Ça risque d'être bien cool. Vous faites en sorte avec contribution Patreon qu'on existe, nous autres, les Mystérieux Étonnants, depuis maintenant 18 ans, que Terre Kaiju existe et également Noël chez Isidore. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music éventuellement, quand cette affaire-là va finir par être débloquée, Spotify, Amazon Music également, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et sur mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause, on revient dans quelques instants avec Botanica Drama de Tom. Vous écoutez maintenant les Mystérieux Étonnants. On va parler du sujet de la semaine et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée québécoise. Parce qu'il Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, hein? C'est la Saint-Jean aujourd'hui. Gauthier et moi, nous sommes en service. La BD en question, Botanica Drama des éditions Pow Pow. Certains diraient Popo, mais non, c'est Pow Pow. En France, c'est Popo. En France, c'est Popo. De l'auteur Tom, son troisième, hein, avec ses personnages qu'il publie depuis quelques années chez la maison d'édition Pow Pow. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous voulez faire pause, revenir à l'écoute une fois que vous ayez acheté la bande dessinée, c'est ça, on dit ça, on va spoil à l'émission. Pour les gens qui nous écoutent live, voici la dite couverture de Botanica Drama, un super volume. Comment résumer déjà la prémisse en partant? Tom reprend ses personnages, les personnages qu'il met en scène depuis maintenant 3 albums, dont Philomène et La Mort, qui est mon personnage préféré. Qui est très chill, hein? C'est pas La Mort qu'on connaît. Non, c'est genre un peu plus La Mort qu'on retrouve dans le jeu Grim Fandango, pour les gens qui connaissent le référent. Et on commence... La mort travaille dans un café. Oui, exactement. Ce qui est un peu déjà une petite mort, je pense, des fois, travailler dans un café. Ou travailler avec le service à la clientèle. Donc, on commence la BD avec la création de l'univers, ni plus ni moins. Ouais. Et on se rend compte qu'au début de la Terre, ou cette Terre où se passent les aventures des personnages de Tom, il y avait des genres de grands géants qui ressemblent à des grands Slenderman, des créatures élancées. Pas de visage. Pas de visage. Très inquiétant. Oui, très, très inquiétant. Qui profitaient de la noirceur. Et un jour, venu le soleil qui les a chassés dans les retranchements de la terre,
Là, on fast-forward un petit peu. Et la mort, elle, est là depuis le début, des millions d'années avant la création de la société. Et elle se lie d'amitié avec une plante, qui est Philomène, que vous avez vu également dans les autres tombes. Et là, on fast-forward aujourd'hui, ils travaillent ensemble dans un café, ils habitent ensemble. Sont-ils des colocs ou une liaison? On sait pas. On sait pas, c'est pas grave. C'est des partenaires. C'est des partenaires de vie. On peut être partenaire de vie sans nécessairement avoir un lien romantique, quoique ces deux personnages-là s'aiment beaucoup. Et à un moment donné, le soleil lui prend une bonne cuite avec les autres astres du cosmos. J'adore ça. Là. C'est malade. Je donne déjà ma critique, là, mais tu fais juste la décrire. Je suis comme, Chris, c'est hot. Là. Fait que là, il décide il manque son shift, parce que le soleil doit se lever à tous les matins pour éclairer la Terre. Puis il tombe dans les pommes et cette noirceur ramène les dits Slenderman, les créatures fantomatiques, qui étaient d'attaquer la société, la petite ville qui peuple le monde où se passe l'univers de Tom. Ils sont chassés par des grands lions, des grands loups, pardon. Ça fait très Lord of the Rings, tout ça. Ouais. Et là, il faut trouver un moyen pour ramener le soleil, parce que sans soleil, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de chaleur. Et la pauvre Philomène, qui est une plante, une fleur, risque de mourir. Donc, ses amis essaient de trouver une manière de ramener le soleil à la vie, ou plutôt à la conscience, parce qu'il est en train de faire un petit dodo. Ouais. J'ai bien résumé ça? Oui, le soleil dort sa Switch. Oui. Mais oui, en fait, tu as résumé très bien. Puis, tu sais, c'est quand même une bande dessinée d'environ 300 pages, je pense, 250 pages. Mais c'est l'essentiel de l'histoire là, que Benoît vous a raconté. Moi, j'ai adoré ça. C'est une BD muette. C'est pas facile de faire de la BD muette dans un marché qui n'est pas énorme comme celui du Québec. Là. Donc, il l'a fait 3 fois en plus, c'est ça qui est hot. Ouais. Bravo, Tom. Fait une excellente bande dessinée. Les personnages sont extrêmement attachants. Oui. Puis, tu sais, on parlait il y a une semaine ou deux de la difficulté de faire simple et de faire bon simple. Je pense que c'est un très bon exemple de comment distiller une histoire pour qu'il y ait juste la substantifique moelle qui reste, puis qui est merveilleuse. Il n'y a rien de superflu, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. Tu l'as mentionné, mais je pense que je vais le répéter 3-4 fois d'ici la fin de l'épisode. Faire une BD où les personnages parlent pas ou peu pour transmettre l'information, leurs intentions, c'est pas facile. Puis là, il l'a fait 3 fois. Puis, tu sais, j'ai refeuilleté après les deux autres premiers albums. Là, corrige-moi, là, parce que les maudits titres là, en romain, je suis pas capable de dire 7, merci. Puis, Casa Rodeo, ça, c'est les 2 premiers. Ouais. Son style a évolué. C'était très beau, les 2 premiers. Mais là, il est en pleine maîtrise de son art. Puis, Laurent me l'a dit là, plusieurs fois. La finale de l'album, Botanica Drama, beau. Ça l'a fait pleurer. Ouais. Et il y a un changement de ton vers la fin. Les albums sont en... Là, on spoil, là, sont en noir et blanc, mais on tombe à la couleur, on passe à la couleur. Et ça, là, dans la même page, c'est venu chercher une petite émotion. Ouais. Puis j'en ai eu des frissons. J'étais comme, wow! Ouais, moi aussi, il y a quelque chose qui a monté en moi. Là. J'ai vraiment adoré ma lecture. C'était une très, très belle leçon de storytelling. De world building. De world building, mais tu sais, c'est vraiment très bien découpé. On a la chance, tu sais, même si c'est difficile de faire de la BD muette au Québec, on a la chance d'être dans un environnement qui nous permet de faire des BD de quasiment 300 pages, où tu peux prendre ton temps pour construire une histoire qui est le fun, puis qui est touchante. Puis moi, j'aimerais vraiment ça voir, puis je sais que ça arrivera probablement jamais parce qu'on est au Québec, mais j'aimerais tellement ça voir ça animé. Là. Moi aussi. Je pense que je l'ai dit à chaque fois que j'ai parlé de ces albums-là. Je vois à tout de moins les petits épisodes courts que tu as entre 2 émissions. Je sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais jeune, il y avait ce genre de sur Cartoon Network. Ouais, exactement. Il y a encore ça. Il y a le potentiel est là. T'as pas besoin de les faire parler les personnages. L'univers est là. Le style visuel est là. Puis c'est un univers qui est difficile à cerner. T'as un canard qui... Il y a un genre de costume qui le fait voler. Il a l'air de la mort lui aussi. Il y a un lapin, il a l'air complètement fucked up. La fleur, la mort qui se promène, qui travaille dans un café. Mais le world building est là. Genre. Ils vivent dans des cités. Il y a des animaux, c'est leurs voisins, c'est leurs collègues. Comment je pourrais dire? La logique est là, elle est présente, elle est fun. C'est comme écouter t'as pas besoin de comprendre pourquoi il y a un canard
Pourquoi il y a un poulet? Pourquoi Donald Duck fait un poulet à Noël dans les films de Disney? Tu te poses pas la question. Hein? Non, c'est ça. Tout ça tient. C'est correct comme ça, même si c'est pas expliqué. Là. C'est ça du bon world building. Moi, je sais pas, Benoît, pour toi, mais j'ai eu l'impression, de par le feeling, la détresse de l'attaque de ces géants-là, la noirceur qui rentre tranquillement, j'ai l'impression que c'est vraiment une BD de pandémie. Ouais, c'est une bonne question, ouais. Parce que, tu sais, comme quand le soleil s'en va parce qu'il dort sa Switch parce qu'il est trop gueule de bois, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça, là, tu sais. L'hiver arrive, là, c'est plus difficile de manger, les gens sont plus faibles, ils restent chez eux, tu sais. J'avais ce feeling-là, tu sais, que ça, une BD plus défaitiste un peu. Ça avait été créé pendant la pandémie, en tout cas. Puis, tu sais, le fait qu'une communauté se rassemble ensemble pour ramener le soleil. J'ai vraiment eu c'est le feeling que ça m'a donné. Je peux te dire deux de mes passages préférés. Il y en a trois, j'entends dire trois. Il y a un moment où après le fait que le soleil est presque dans un coma éthylique, là, la mort finit par parcourir les rues, arpenter les rues de sa ville, parce que ça reste la mort, puis il doit faire sa job. Donc, il va accueillir les âmes des gens qui sont morts dans les rues, puis il les amène au paradis, puis il est dans une petite calèche. C'est une super belle séquence où il reconduit à la porte du ce qui est l'après-vie, puis là, les âmes passent de l'autre côté. Puis à la fin, quand il fait la même chose pour son ami, mais qu'on voit juste la calèche, on n'a pas besoin de voir la destination, et que c'est exactement où il s'en va. Je trouvais que c'était puissant. C'est de montrer juste l'amorce, puis tu sais exactement ce qui va arriver après. Ça, c'est une séquence qui m'a beaucoup touché. Celle aussi qui m'a... Puis la troisième, la deuxième, j'ai déjà dit, c'est l'apparition du soleil puis de la couleur. Mais le bout où la mort arrive, un peu à la manière du dude dans Mad Max Fury Road avec sa guitare, pour rajouter aux notes qui est joué pour essayer de réveiller le soleil. J'entendais le shredding metal en lisant la bande dessinée. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle de bon storytelling, là, tu sais, on entend vraiment. Puis il y a une bonne utilisation des onomatopées, puis de la forme des cases aussi. C'est-à-dire que, tu sais, quand il commence à faire le concert pour réveiller le soleil à la fin, on sent le désordre s'installer dans les pages. Puis il fait ses pages comme pas carrées, tu sais. Il fait comme un côté plus bas que l'autre. Puis ça donne vraiment ça ajoute du chaos, tu sais, à ta lecture. Moi, je voyais, tu sais, des genre Carmina Burana, là, J'entendais, tu sais, quand les musiciens accordent ou ils font comme ils font quelques notes avant le début d'un show d'orchestre, là. J'entendais ça. C'est une BD, tu sais, c'est drôle à dire parce que j'ai hésité à utiliser le mot lire la BD parce qu'il n'y a pas de mots, mais tu lis quand même la BD et tu lis, les signes, traitements graphiques, les expressions. Mais c'est une BD qui est, pour moi, j'entendais beaucoup de sons. L'attaque des créatures, les loups, la forêt, la calèche. C'est une BD qui est très musicale dans ma tête. Tu sais, comme tu combles les trous, les ellipses sont là, puis ton esprit fait juste comme combler les trous. Plus que si il y avait eu du dialogue. Je me suis rendu compte, là, comme c'était inconscient, je le faisais tout seul. Ben oui. Puis je pense que c'est la preuve, c'est la force d'une grande BD. C'est juste que comme d'un livre, c'est que tu oublies le monde autour, puis t'es complètement intégré dans la bande dessinée. Le danger, je pense, par contre, c'est de passer beaucoup trop vite puis rapidement à travers la bande dessinée, parce que ça se lit vite. Il faut que tu reviennes en arrière. Il faut que tu reviennes en arrière puis ça réalise une deuxième, troisième fois, juste pour te laisser encore plus apprécier le traitement, je pense. Tu sais, c'est des... je vais dire quelque chose de gros, là, mais c'est les livres de Tom, c'est des objets d'art. Plus que... C'est de la lecture, là, mais de la lecture de signes. Mais c'est vraiment des beaux objets d'art, je trouve. Ouais. Donc, bravo. Est-ce que tu penses qu'on peut lire juste le troisième et être correct? Ou il faut être familier? Oui. Non, ça, on peut lire pareil. C'est le fun, là. Quand tu connais les dynamiques. Ouais, c'est le background. Ouais. Mais non, moi, vous pouvez rentrer par Botanica Drama ou vous pouvez rentrer par Casa Rodeo. Je pense que ça fait pas de différence. T'as-tu l'impression que c'est la dernière fois qu'il va traiter de ces personnages-là? C'est-tu comme une lettre de fin? Comme non, moi, je pense d'adieu? pas. Non, ça va continuer?
Ouais. Je souhaite que ça continue après avoir eu lu moi aussi. Mais en tout cas, de la manière dont ça finit, on comprend que ce n'est pas nécessairement la fin de... Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ben, écoute, chaque génération finit par mourir, puis une nouvelle prend le relais, Gauthier. Voilà. Fait que c'est ça, c'est comme sa grande BD métaphysique, là, je trouve. Mais j'espère qu'il y aura une suite, mais c'est vrai que ça serait comme une espèce de point d'orgue. Ça pourrait être un point final. Ça serait correct. Fait que bravo à Tom, bravo aussi à Papa qui permet de pouvoir éditer ce genre ce genre d'œuvre-là. Pour vrai, tous mes respects à Luc pour ce travail-là. Génial. C'est un travail qui est tu sais, quand on dit c'est important de publier des bandes dessinées qu'on pense qui sont importantes, ça, je trouve que c'est un bel exemple de BD qui doit être publiée parce qu'elle est importante. Bien dit. Un autre gars qui est important pour la BD, c'est toi, Gauthier. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci à toi, Benoît. Merci à vous à la maison d'avoir été là, toujours au rendez-vous comme toujours. Allez jeter un petit coup d'œil à notre Patreon si vous avez la chance. Si vous ne pouvez pas nous aider ce mois-ci ou cette semaine-ci, partagez le show, parlez-en. Faites le gospel, partagez le gospel des Mystérieux Étonnants. On couvre l'entièreté de la culture populaire. Puis sinon, je vous dirais, comme toujours, faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. OK? Bye. Ciao.